On a des exercices très concrets que vous proposez notamment dans votre livre. Et on va commencer avec un premier exercice qui est assez rigolo, je trouve. Le compliment suspendu. Qu'est-ce que c'est ? Le compliment suspendu, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est jamais très simple quand on nous fait un compliment de savoir on est un peu mal à l'aise, on ne sait pas trop comment faire. Et on a parfois tendance un peu, et surtout on le note chez les gens qui ont un peu ce qu'on appelle de l'anxiété sociale, une forme de timidité, tendance à un peu le rejeter. Ou alors on a l'impression que les gens veulent un peu nous manipuler ou obtenir quelque chose de nous. Et là, l'exercice, l'idée, c'est des exercices simples pour recréer du lien, pour réapprendre un petit peu à être à l'aise avec les autres. C'est d'apprendre à ne pas rejeter, au fond, un compliment. C'est comme un cadeau. Si vous me faites un cadeau, puis je vous le balance en disant « j'en veux pas », vous n'allez pas trop aimer et vous ne me le ferez probablement plus. Donc, je vais apprendre à accepter ce compliment, à ne pas chercher à le commenter ou à en faire quelque chose, à le contrôler, juste l'accepter, voir ce qu'il me fait et laisser ça un peu diffuser à l'intérieur. Et puis, il y a quelque chose qui marche extrêmement bien dans la relation sociale, c'est la réciprocité. C'est un peu la base des relations sociales. Si je suis sympa avec vous, il y a plus de chances que vous le soyez. Si je ne suis pas sympa, en général, ça marche. Faire un compliment derrière ? Alors, pas forcément tout de suite, parce que là, il faut rester dans quelque chose qui est authentique. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas une transaction, c'est pas etc. Mais là aussi, il y a des exercices autour de... Le compliment authentique, ce n'est pas celui où je vais vous dire un truc. Vous savez, ces compliments automatiques où les gens sont etc. C'est... Vous savez, quand on vous fait quelque chose à manger, la personne s'est donné du mal pour vous le préparer. C'est pas la même chose si elle vous dit, imaginez, vous avez passé 2 heures à préparer ce truc-là, et la personne vous dit c'est très bon. C'est pas tout à fait la même chose que si elle vous dit, et là c'est vraiment authentique, j'ai repéré que tu as mis un peu de menthe, j'adore ça, j'ai repéré que tu as mis telle épice, etc. C'est-à-dire, on va se donner du mal pour aller trouver ce que l'on veut complimenter, et il faut que ce soit authentique. Il ne faut pas en faire des tonnes. Bon, ça c'est un premier exercice. Vous en avez d'autres à nous proposer, parce que vous allez voir qu'avoir des interactions sociales, eh bien malheureusement, ça n'empêche pas le sentiment de solitude, on l'a dit, mais vous allez voir Nicolas, il a 37 ans, et il a accepté de livrer pour nous son témoignage. Un reportage signé Khadija Darezig, Julien Nativel et Lucie Dulois. En apparence, Nicolas, 37 ans, a l'air entouré et à l'aise avec les autres. Bon Nicolas, bon après-midi. Oui, toi aussi. Salut. Salut. Merci pour la discussion. Puis on s'appelle vite, oui. Ouais. À bientôt, salut. Des moments précieux pour ce professionnel du spectacle qui, depuis plusieurs années, éprouve une grande solitude. Ça me permet finalement parfois presque de survivre, j'ai envie de dire, parce que des fois je suis presque en souffrance. On pense dans la société qu'il suffit d'être âgé pour être seul, mais bien pas du tout. Nicolas habite loin de sa famille, à Niort, une ville de 60 000 habitants. Il vit seul, une situation qui le fait souffrir. On côtoie beaucoup de gens la journée, mais le soir, on se trouve plus seul que jamais, finalement. Quand j'arrive chez moi, j'essaie de nettoyer, que ce soit des choses comme ça, toutes bêtes, de prendre une douche aussi. Des fois, ça me fait du bien de caresser mon chat. J'ai un petit chat qui m'apporte beaucoup d'affection. Pour briser sa solitude, Nicolas a aussi tenté de trouver un peu de réconfort sur les réseaux sociaux, mais en vain. Les réseaux sociaux, on le sait très bien, c'est du virtuel, on parle à des milliers de personnes, on a des milliers d'amis. Bon, moi je suis pas dupe, ce sont du virtuel, il n'y a rien de réel, finalement on rencontrera personne et puis finalement on perd son temps. Donc je veux dire, maintenant j'ai essayé de mettre un peu ça de côté parce que je me dis c'est pas comme ça qu'on va construire quelque chose. Pour se sentir moins seul, Nicolas a décidé de pousser la porte d'une association locale. Et bonjour. Chaque semaine, il peut passer un moment privilégié avec d'autres personnes qui, comme lui, sont isolées. C'est sympa de retrouver des gens qu'on apprécie et pour jouer avec, ça fait du bien, oui. Des moments de partage. Le but du jeu, c'est quoi alors? Regarde, tu as des cartes, tu mets des cartes. Ah, ok. Sincère, qui manquait à Nicolas. Tu vas te faire engueuler, t'as vu? On est dans une société individualiste et en fait on se croise, on court souvent et puis il n'y a pas le temps finalement de l'échange et là justement c'est place pour le temps d'échange finalement, donc c'est cool. L'échange, c'est le cheval de bataille de l'association à l'initiative de ces rencontres. Depuis qu'elles existent, des populations très diverses ont pu être accompagnées. Il y a vraiment tout public. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème de revenus, mais qui ont un problème de solitude énorme. Il y a des personnes qui ont des problèmes de revenus et en plus de leur solitude. L'idée, c'est vraiment, on a pu passer la semaine tout seul, dans son appartement, dans sa maison. Et ici, c'est de rencontrer des personnes et de créer des liens amicaux. Un espace convivial pour briser peu à peu la solitude.
Donc ce genre d'initiative, c'est vrai que c'est plutôt sympa. On se dit on va jouer, on va échanger, on a de vrais liens authentiques. Et vous proposez un autre exercice dans votre livre, le micro-miroir social, pour activer notamment les neurones miroirs dont vous avez parlé il y a quelques instants. Oui, absolument. Alors, ce petit exercice, c'est j'essaye en fait simplement de ressentir une émotion quand je regarde l'autre personne et de nommer cette émotion. On dégage tous. Moi, je trouve que les êtres humains, on est un peu des générateurs d'ambiance émotionnelle. On génère quelque chose. Ces émotions peuvent être complexes. Et donc là, je vais essayer de me laisser contaminer. Moi, j'ai beaucoup apprécié, juste un mot sur le Nicolas. Je trouvais ça assez génial, ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a du mérite. En plus, c'est courageux d'en parler, de dire ça. Et c'est vraiment un exemple très courant de ce qu'on voit chez les jeunes. Mobilité, il est un peu loin de sa famille. Et il se retrouve un peu seul le soir avec plein d'amis sur Insta et pas beaucoup dans la vraie vie, même s'il a un très joli chat. Je trouve ça super, cette initiative et ces liens, l'associatif, la solidarité. Enfin, je pense aussi Et que ça ne concerne pas ce que sont les de vieux, vrais ces clubs, médicaments. on va jouer au Exactement. domino, au bridge, on a cette image un peu caricaturale. En fait, Exactement. même les jeunes ont intérêt à aller jouer, même avec les vieux, et finalement, on peut passer à vraiment un bon moment. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de télétravail, même si ça a des avantages, ça peut aussi un peu nous isoler? C'est une super question. On en revient un peu du télétravail. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même beaucoup de patients qui, au bout d'un moment, trop de télétravail, tuent un peu le télétravail, si j'ose dire, en souffrent, se sentent un peu déconnectés, et je les incite à reprendre une partie de leur activité sur place, même si c'est loin, même si c'est fatigant, parce que là encore, les écrans, ça ne fait pas le même effet dans notre cerveau. Vraiment, même si on voit la personne, même si ça marche bien, ces applications, ces Zooms, etc., ça n'est pas du tout le même ressenti, on sent l'âme des gens quand ils sont à proximité, pas de la même façon, même sans croire à l'âme, que quand on les voit sur un écran. Vous proposez l'exercice de l'écoute en miroir. Oui. Alors, l'écoute en miroir, c'est parfois, pour revenir à quelque chose de très simple, les êtres humains, on est des êtres de lien et on a besoin d'être vus. Regardez un petit enfant, il va un peu courir de tous les côtés, il adore être regardé. On a ce besoin d'être vu, compris, entouré, etc. On le perd un peu en grandissant, on regarde un petit peu, on est un petit peu moins regardé que les petits-enfants, mais on continue d'avoir ce besoin d'exister, d'avoir une place. Et parfois, c'est très difficile de la trouver, parfois on a des expériences de vie qui nous ont isolés, parfois on s'est senti trahi. Donc, vraiment, tout le projet du livre, c'est de redonner des clés, des petits exercices qui permettent de renouer ce lien-là. Et là, j'en donne un en particulier qui est parfois, on a le sentiment que les autres ne nous écoutent pas, qu'on est un peu invisible. Eh bien, on va faire l'inverse. Vous allez me parler, moi je vais essayer de répéter dans ma tête quelques mots qui résument ce que vous venez de me dire. Puis je vais essayer aussi de retenir votre prénom, parce que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un nous nomme par notre prénom. Donc c'est plein de petits exercices comme ça, pratiques, qui aident à recréer du lien. Un autre exercice, le détecteur d'émotions. Oui. On essaie de comprendre ce que l'autre ressent. Oui, là encore, l'idée c'est de faire travailler... on voyait tout à l'heure des exercices pour sportifs, pour courir. Il faut entraîner nos neurones. De la relation sociale, de l'intelligence sociale. Et pour ça, pour les entraîner, il faut utiliser, on parle des neurones miroirs, la capacité à être en miroir de l'autre, à le ressentir. Qu'est-ce que l'autre ressent? Je me mets à sa place, j'essaye de nommer ses émotions. On a 1 minute d'émission, le temps passe très vite. Françoise nous demande si la solitude choisie a les mêmes effets que la solitude subie. Excellente question, merci. Non, pas du tout. Parce que la solitude choisie, elle peut être très agréable. On peut avoir besoin d'un moment de retrait, de calme. La créativité, notamment, on peut avoir beaucoup besoin de solitude à ce moment-là, ce qui n'est pas du tout la même chose que la solitude subie, qui, elle, est douloureuse. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, quand on commence à se sentir isolé, Maryse? Je pense que quand on commence à se sentir isolé, d'abord, pouvoir accepter qu'on a une émotion un peu douloureuse et que c'est normal. On n'est pas fou quand on ressent ça. Vous savez, il y a quelques milliers d'années, on vivait encore dans la forêt. Si vous me disiez, David, on t'aime bien, mais tu quittes le groupe, quelques heures après, j'étais probablement mort. Ouais. Donc ça active des choses très angoissantes dans notre cerveau, le sentiment de solitude. Donc pour pouvoir accepter, après je donne aussi des exercices sur comment réguler les émotions. Et à quel moment, pour terminer en 20 secondes, quand est-ce qu'on sait qu'on doit consulter un psy quand on se sent isolé? Quand on sent que réellement on n'arrive plus à fonctionner, quand on sent qu'on n'arrive plus à dormir, quand on sent qu'on perd un peu l'appétit, quand on sent que le corps lâche. Donc tous ces symptômes qui commencent à apparaître et qui montrent que la solitude se transforme en maladie. Parce que ça peut conduire à la dépression en 10 secondes. Exactement. Ça répond à la question d'Yvette. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle le titre de votre livre dans lequel on retrouve plein d'exercices très concrets. Remède à la solitude. C'est publié aux éditions Marabout.